Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois René Ouimet qui vient nous parler du mouvement Santé mentale Québec. Plus tard à l'émission, j'aurai Jean-François Plouffe d'Action Autonomie, notre collaborateur, qui vient nous parler pour sa part d'une pétition sur l'abolition des mesures de contrôle en santé mentale. On aura à l'Espresso et à l'Espresso allongé le sujet que Pierre nous amène, le langage corporel. Et on a tout ça, bien sûr, dans la prochaine heure et aussi des chansons. On commence d'abord avec la première qui est de Caroline Savoie et la chanson s'intitule « Si tu savais ». Bienvenue à Folie douce. Après avoir fait des émissions de matin, de soir, de nuit, d'avoir vécu des pannes électriques, la crise du verglas de 1998, la naissance d'Internet, le tournant de l'an 2000 et d'être passé de la cassette au CD au numérique, Folie douce souligne cette année ses 25 ans d'existence. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est René Ouimet. Bonjour, Mme Ouimet. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes directrice du mouvement Santé mentale Québec. On va apprendre à connaître mieux. Santé mentale Québec, le mouvement Santé mentale Québec, c'est un nouveau nom, mais vous allez pouvoir nous expliquer. Je crois que votre association a quand même une origine et quand même vous êtes existant depuis un certain temps. Donc, on est vieux, on a une longue histoire, on a 60 ans d'histoire. Quand même, parce que c'est... Pour nos 60 ans, on a changé de nom. Ah, OK. Alors, on était l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec. Donc, on faisait partie d'un grand ensemble canadien et on est devenu le mouvement Santé mentale Québec. C'est-à-dire, nous, on est un regroupement d'organismes communautaires à travers le Québec qui ont un mandat en promotion, prévention en santé mentale. OK. Si je le dis en d'autres mots, que j'aime mieux, c'est, je dirais, des groupes qui travaillent à créer, développer puis renforcer la santé mentale. Un peu partout dans plusieurs régions du Québec, finalement. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, vous avez, après 60 ans, vous avez dit on va changer de nom aussi, mais est-ce qu'il y a un autre désir là-dedans? Parce que je remarque le nom, quand on regarde les deux noms, c'est pas que l'Association canadienne pour la santé mentale n'est pas bon, mais je regarde Mouvement Santé mentale Québec, puis tout de suite, il y a quelque chose de positif, d'organisé. Dans peu de mots, on peut voir beaucoup de choses qu'on voit peut-être moins dans d'autres noms. Là. Bien, ce qui a été fascinant, c'est en changeant de nom, tout ce que ça a créé comme dynamisme, c'était comme si on était un petit peu en arrêt. On était dans un processus depuis quelques années. Ouais. Puis le fait de changer de nom, il y a vraiment un mouvement qui s'est créé, encore plus de partenariats. Nos groupes en région vont s'appeler... on a plusieurs groupes qui ont un nom similaire au nôtre, mais vont s'appeler Santé mentale Québec Côte-Nord, Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. Et pour la première fois, nous, on essaie de faire comprendre la différence entre la santé puis la maladie. Oui. Hein? Fait que là, c'est la première fois qu'il y a des gens qui saisissent qu'on parle de santé mentale, pas de maladie mentale. Oui. Et puis, on peut avoir un problème de santé mentale et tout à fait être en santé mentale aussi. Oui. Fait que c'est tout ça que j'ai l'impression que notre changement de nom va réussir à faire changer. En plus, on veut inclure plus de membres dans notre regroupement. Mais comment ça s'est passé? Quelqu'un, un bon matin, a dit hey, « Pourquoi on ne change pas de nom? » Vous savez que les histoires sont toujours... un peu plus complexes que ça? Oui, c'est ça. On a voulu devenir une souveraineté association. OK. Vous l'êtes déjà avant le Québec? Bien, quand je dis ça... tous les groupes qui sont pan-canadiens vivent certaines difficultés, je dirais. Ouais. Et une partie de nos groupes ne sentait pas le sentiment d'appartenance au reste, au regroupement canadien. Pour des problèmes de langue, les réunions étaient en anglais. Ouais. Même s'ils voulaient, puis c'est un organisme communautaire au Canada, donc ils n'ont pas des sommes phénoménales pour pouvoir faire la traduction quand il y a des colloques. Là, ils commencent à le faire un peu. Ouais. Donc, tout ça a fait que nos membres qui n'étaient pas dans des environnements bilingues ont moins senti le sentiment d'appartenance. Et ceci dit, même s'il y a des projets très intéressants au Canada. Donc, avec le processus, la majorité de nos membres ont voulu
qu'on aide notre nom, tout en gardant une alliance avec l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous avez Comme gardé on un disait. bon contact avec eux, là? Vous n'êtes pas Oui, parti en c'est mauvais ça. termes? On a des rencontres. Ouais. On a une rencontre avec eux là, bientôt pour voir comment on va poursuivre. Ouais. Et puis, fait que oui, puis on a nos membres qui sont restés, qui sont membres à la fois de l'Association canadienne, puis à la fois de membres chez nous. Donc, les deux sont possibles. Mais nous, on a vraiment un mandat, là, vraiment promotion-prévention. Puis, on va aller chercher des nouveaux membres qui ne portent pas nécessairement notre nom, mais qui adhèrent à notre mission à travers le Québec. Pourquoi? Donc, on élargit. Pourquoi c'est important de se regrouper? Parce que ça le dit, dans le fond, de se mettre ensemble. C'est un mouvement, mais pourquoi c'est important en santé mentale d'avoir un regroupement, un mouvement, un lien entre les régions? Je vous dirais qu'en tout, les regroupements sont importants. On est plus fort quand on est ensemble. Et la force de notre mouvement, je ne sais pas si vous savez, mais on fait une campagne annuelle de promotion de la santé mentale chaque année. Cette année, on parle des 7 astuces pour être bien dans sa tête. Et on la porte pas toute seule. On la porte avec nos membres, mais aussi avec des milliers de partenaires à travers le Québec. Tu sais, il y a des municipalités qui vont se l'approprier puis qui, à leur manière, vont en parler, qui vont faire des activités sur leur territoire. Il y a des groupes communautaires. Des fois, ils peuvent se regrouper 10 groupes avec le système de la santé, les CIS ou les SUS dans leur région, puis ils vont créer des événements. Il y a des communautés autochtones qui créent des choses avec qui on a un partenariat. Fait que nous, on est un petit organisme. Bien, on n'est pas un petit organisme. On s'est dit qu'on ne voulait plus dire petit. Mais on est 4 employés. Fait que ça reste que, dont 2 plein temps. Et on a une grande campagne provinciale. On ne pourrait pas faire ça tout seul. C'est vraiment en alliant nos forces, en travaillant avec d'autres, en créant des partenariats, en créant des alliances qu'on crée une force collective. Puis on veut que la promotion de la santé mentale appartienne à tout le monde, pas juste à nous. C'est peut-être la bonne façon, finalement, parce que tout le monde parle tout le temps de budget, de publicité, etc. Vous ne pourriez pas vous payer une campagne publicitaire qui rejoindrait tous ces gens-là, alors qu'avec des partenaires dans les régions, eux vont faire du travail de terrain, vont aller voir les gens. Donc, le message se rend quand même. Ah oui, c'est génial. Tu sais, des fois, on est surpris. On va voir qu'un cégep va avoir fait un événement dans sa région, va avoir organisé des kiosques une semaine au complet, qu'à un moment donné, à Drummondville, il y avait un comité, il avait décidé de faire des paniers à aller porter aux entreprises avec les outils promotionnels de la campagne. Il y a un chef autochtone, à un moment donné, qui est passé avec nos outils partout, dans chacune des maisons, porter un signet sur la santé mentale. Nous, on ne pourrait pas faire ça. Exactement. Mais tout le monde ensemble, on peut y arriver. Puis on essaye à chaque année d'élargir notre réseau. Puis je vous dirais, c'est un réseau de racines. Effectivement, on aimerait ça avoir des grosses pubs à la télé. Puis, mais des fois, on se demande si c'est pas plus efficace que ce que vous faites que la grosse publicité à coups de millions. Là. Oui, parce que, puis tu sais, on voit qu'il y a des articles dans les journaux régionaux un peu partout. Puis c'est pas nous autres qui le portent, ça va être la région qui va décider de faire un événement spécial. Québec, ils font on a un membre à Québec, mais en plus, ils se regroupent avec plein d'autres groupes. Puis ensemble, ils font, pendant la semaine de la santé mentale, ils vont faire toute une programmation. Fait que c'est ça, c'est vraiment la richesse de... c'est comme ça qu'on a le goût de travailler. Oui. Vous parliez du programme de cette année qui est les 7 astuces, c'est ça? Oui. C'est 7 trucs, quoi? 7 astuces. Est-ce qu'on peut en parler ou c'est... Oui, c'est en cours. Ouais. C'est possible d'aller le voir sur notre site êtrebieindans-sa-tête.ca. Oui. Et puis, ça va être là. Ces 7 astuces là, qui peuvent durer, on peut les utiliser pendant toute notre vie. Oui, on parle de quoi, par exemple? Vous donner des exemples ou nous les nommer? Bien, c'est des choses de base. Il y a des recherches qui ont été faites qu'on appelle sur les facteurs de protection en santé mentale, ce qui nous aide à protéger notre santé mentale. On a regroupé ça pour mettre ça sous 7 mots qui sont s'accepter, c'est-à-dire l'estime de soi, puis être reconnu par les autres et reconnaître soi-même ses forces. Découvrir, être capable de découvrir les autres, de laisser tomber nos préjugés, d'avoir un point de vue différent sur une situation, d'ouvrir nos horizons, quoi.
Choisir, être capable de choisir ses valeurs, d'être à l'origine de ses actions, créer des liens, ce qui est assez fondamental, hein? Oui. Puis avoir un sentiment d'appartenance Absolument. dans un réseau social. Se ressourcer, c'est le fun. Pour tout le monde, hein, qu'on ait ou pas des problèmes de santé mentale, c'est très important. Ben nous, on agit avec tout le monde. Oui. Pas agir, passer à l'action dans nos vies, puis servir de nos erreurs pour apprendre, Parce qu'il puis faut pas continuer nécessairement, à avancer. oui, il faut pas nécessairement avoir des problèmes de santé mentale. On veut peut-être pouvoir préserver notre santé mentale et éviter, prévenir. Notre mandat à C'est nous, ça. c'est qu'on essaie de préserver notre santé mentale, tout le monde ensemble. Oui, C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça tout seul. On fait ça, nous, on fait ça avec nos proches, on fait ça avec notre collectivité, mais socialement aussi, hein, dépendamment des politiques qui sont mises en place, de notre milieu de vie qui est là. Alors, tout intervient sur notre santé mentale et nous, on intervient sur la santé mentale des autres. Fait que tout ça, c'est-à-dire, on peut toujours agir pour améliorer la nôtre puis améliorer celle des oui, autres. exactement. Je vous avais interrompu, je pense, dans la liste des 7 astuces. Il restait ressentir, Ouais. ce qui n'est pas toujours évident. Tu sais, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, arriver à comprendre nos émotions, à savoir c'est quoi, vivre avec, Plus c'est- être à l'écoute de soi-même, finalement. Mais ça va plus loin que ça. C'est pas juste d'être Oui. à l'écoute de soi, c'est plus même de Ben, une fois qu'on les comprend, on est plus à même d'agir adéquatement avec les autres. Tu sais. Est-ce que je suis triste ou je suis en colère? Est-ce que je suis... tu sais, des fois, c'est pas simple, là, la nuance entre les deux. On peut avoir tellement de peine qu'on devient enragé après l'autre, mais Ouais. une fois qu'on a compris que c'est parce qu'on était vraiment triste, ou des fois, on est triste puis c'est de la colère qu'on Ouais, a. Tu sais, ouais. c'est pas... ça semble simple comme ça, mais effectivement, si on sait reconnaître, on peut agir. On peut agir On sur peut agir, on peut en parler, Ouais. on peut être plus clair dans nos besoins, dans... Ouais. On le fait souvent avec des enfants, tu sais, en milieu de garderie, tout ça. Puis souvent, les adultes, on ne poursuit pas sur cette lancée-là. Ouais. Mais c'est aussi important de savoir reconnaître. Tu sais, on dit souvent aux enfants, est-ce que tu t'éprouves la colère? Ouais. Puis on dirait qu'on perd ça après, mais Ouais. pourtant, chez les adultes, c'est tellement mélangé, là, la perception des émotions. Là, Oui, mais ce qui est génial, c'est que les enfants l'apprennent Ouais. et ils vont continuer à nous l'apprendre. Ouais. Hein, il y a beaucoup de programmes dans les écoles qui, justement, apprennent aux enfants à reconnaître qu'est-ce qu'ils vivent. Ouais. Les enfants reviennent avec ça à la maison. Et finalement, Nous, on peut les aider, puis eux peuvent nous aider. Fait que, Exactement. tu sais, quand on dit que la santé mentale, on la fait ensemble, C'est c'est vraiment un le bel cas. exemple. Il reste peut-être une minute, Madame Ouimet. Comment vous voyez les prochaines années? C'est une grande question, là, mais en santé mentale, tu sais, parce qu'on parle la plupart des organismes se plaignent tout le temps du budget, puis il n'y a pas assez de budget, puis c'est effectivement, il n'y en a pas assez. Puis surtout pour les groupes communautaires, on dirait, en santé, tu sais, on voudrait toujours mieux organiser, donner des meilleurs services, mais comment vous voyez ça? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir en santé mentale? Moi, je vous dirais, actuellement, il y a un 20 de détresse psychologique chez les travailleurs, il y a un 20 de détresse psychologique chez les étudiants du cégep, puis il y a une détresse psychologique chez... Tu sais, quand on voit un taux comme ça au niveau du cancer, on réagit. Puis je me dis, on a à créer ensemble des meilleurs environnements favorables à la santé mentale, puis ça, on peut y arriver ensemble. Puis des fois, ça prend pas énormément de choses. Puis oui, des budgets, on en a besoin, mais on a surtout besoin de créer des environnements qui sont favorables à la santé mentale, puis de donner les moyens pour le faire. Ouais. Peut-être faire comprendre au monde que ça c'est pas dangereux. Là, tu sais, on peut s'y intéresser, on peut apprendre La santé, c'est plus que pas dangereux, c'est le fun quand Ouais. on se sent bien. Puis la santé, c'est une question d'équilibre entre les différents éléments de notre vie. Fait qu'on est toujours en train de jongler avec tous les éléments de notre vie. Puis des fois, oups, on sent qu'on perd l'équilibre, Ouais. on rejongle l'autre bord avec nos balles, puis on retrouve un équilibre. Et des fois, on a besoin que les autres nous aident à jongler aussi Ouais. pour maintenir notre équilibre. Fait que
la santé, c'est bon. Oui, exactement. C'est pas un problème. C'est une bonne note. On va terminer en donnant l'adresse web, si vous permettez, du site web pour en savoir le plus sur vos activités, sur vos coordonnées, tout ça, le Mouvement Santé Mentale Québec. C'est mouvementsmq.ca. Tout simplement. Puis donc. sinon, pour notre campagne, c'est être-bien-dans-sa-tête.ca. Exactement. Fait que même en faisant un ou l'autre, vous arrivez sur le même site. C'est un beau site qui est invitant, le logo aussi, donc c'est un beau changement pour vous comme organisme. Merci Et beaucoup. visitez aussi la fête des voisins au travail.ca pour organiser des fêtes des voisins dans votre milieu de travail. Excellent. Merci beaucoup, Mme Ouimet, d'avoir été des nôtres. Bien, ça m'a fait plaisir. Bonne continuité. Merci. Au revoir. Vous désirez communiquer avec l'équipe de Folie douce par téléphone? Rien de plus facile. Composez le 514-990-9604. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, tu as décidé de poursuivre ce qu'on avait déjà parlé dans une autre émission, le langage corporel. Oui, on en avait parlé en fait dans la dernière Oui, émission. c'est ça. Oui, le langage corporel, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, puis c'est peut-être plus fort que ce qu'on pourrait croire, ou en tout cas, c'est plus développé que Oui, ce qu'on mais pourrait remarque croire. qu'il y a plusieurs choses dans le langage corporel qu'on a déjà remarqué, ou des fois, on l'a remarqué inconsciemment, Oui. je dirais. Oui. Alors, oui, je poursuis la lecture de cet article écrit par Mme Charlotte Melchior, qui est conseillère en communication à Paris. Alors, elle nous dit, si vous souhaitez montrer votre pouvoir, n'oubliez pas que regarder constamment quelqu'un dans les yeux peut être intimidant. Deuxièmement, évaluer les expressions du visage. Une personne qui veut montrer sa domination va éviter de sourire pour montrer qu'elle est sérieuse et pourrait plutôt froncer des sourcils ou pincer ses lèvres. Troisièmement, évaluer les gestes et la posture. Les gestes peuvent montrer la domination. En montrant les autres du doigt et en faisant des gestes larges, vous pouvez montrer aux autres votre statut. En plus, lorsque quelqu'un prend une position plus large et plus haute, au lieu d'être détendu, cela montre aussi sa domination. Il faut aussi dire que ça c'est des codes de la société occidentale. Je ne sais pas si en Asie, c'est les mêmes codes Oui, que nous. Parfois, c'est différent, oui, dans d'autres cultures, oui, les gestes sont différents. Ben, on en avait parlé la semaine dernière, on parlait du clin d'œil en Chine. Oui, qui est moins bien vu. Là. Ça peut être insultant. Ça peut être un petit peu trop intrusif, peut-être. Hein? Les individus dominants ont aussi une poignée de main plus ferme. Moi, en passant, j'haïs ça quand je serre la main à quelqu'un et que je me fais écraser la main. OK. Là, je pensais que tu n'aimais pas ça, une main moite, molle. Là. Ça non plus, j'aime pas ça. Mais tu sais, les deux extraits. Il y a des gens là, qui te serrent ça, là, c'est comme un étau. Là. C'est pas bien Une agréable. casse-noisette. Non, mais c'est surtout si tu l'as jamais serré, sa main. Si tu le sais, tu vas ajuster ton... Mais sinon, tu y vas un peu moyen. Tu vas t'y attendre, oui. C'est ça. Alors, les individus dominants mettront généralement leurs mains sur le dessus en laissant la paume tournée vers le bas. Je sais que Saddam Hussein faisait ça, mais... En général, par exemple, le monde se faisait couper la main avec lui après un certain temps. Ouais, là, on n'est plus dans le langage corporel. La poignée de main sera ferme et soutenue de la part des personnes dominantes pour montrer justement leur contrôle. Quatrièmement, observez comment cette personne gère son espace personnel. Les personnes avec un statut élevé vont généralement laisser plus d'espace physique entre elles et les personnes de statut plus bas. Les personnes avec un statut élevé vont aussi occuper plus d'espace pour montrer leur domination et leur maîtrise de la situation. En d'autres termes, une posture étendue indique le pouvoir et la réussite. C'est vrai, les gens qui sont dominants, ils vont avoir tendance prendre plus de place. Ils vont se placer au-dessus de toi, s'ils en ont l'occasion, ouais. À moins qu'ils soient grands d'avance. Vous pouvez aussi montrer votre pouvoir en vous tenant debout au lieu de vous asseoir. La position debout, surtout lorsque vous êtes en premier plan, est perçue comme une position de pouvoir. C'est rare aussi que tu vas voir un politicien faire un discours et être assis dans un Chesterfield ou d'autres choses comme ça. Un peu évaché. Oui. Avec un verre. Tu sais. Ouais. Un dos bien droit et des épaules en arrière, au lieu de vous tenir avachi, véhicule l'assurance en soi. Les personnes avachies et affalées véhiculent un manque de confiance en elles. Les individus dominants vont aussi mener de front et marcher à la tête du groupe ou passer par la porte en premier. Ils aiment se retrouver devant. Cinquièmement, regardez quand et comment une personne vous touche. Les personnes qui veulent affirmer leur statut auront plus d'options lorsqu'il s'agit de toucher les autres parce qu'ils se sentent plus en confiance dans leur position.
En général, dans une situation où l'une des deux personnes a un statut plus élevé que l'autre, celle au statut plus élevé touchera plus souvent celle au statut plus bas. Dans des endroits appropriés, là. Toujours. Des endroits du corps, tu vois. Oui. Là, c'est un autre sujet. On tomberait dans l'autre chose. Les gens de pouvoir peuvent s'en servir pour autre chose. Mais c'est vrai que ça serait gênant d'aller toucher un patron, quelqu'un que, ton boss, d'aller donner des tapes sur les Ça dépend du Si milieu. t'es pas trop familier avec. Ça dépend du milieu social. Dans les contextes de communication où les deux locuteurs ont le même statut, ils se toucheront tous les deux de la même façon. Maintenant, lorsque vous interprétez le langage corporel d'une autre personne, il est important, autant que possible, de prendre en compte sa personnalité, certains facteurs sociaux, son comportement verbal et le contexte. Même si ces informations ne sont pas toujours disponibles, elles peuvent vous aider à comprendre son langage corporel. Les gens sont complexes. C'est pourquoi vous ne devriez pas être surpris de voir que les informations qu'ils transmettent à travers leur corps sont aussi complexes. Vous pouvez comparer la lecture du langage corporel à votre série télévisée préférée. Vous ne voudriez pas regarder une seule scène de cette série, mais l'épisode en entier. Oui, c'est très intéressant. On va poursuivre. On semble avoir beaucoup d'informations. Tu sembles avoir beaucoup d'informations pour nous, donc sur le langage corporel. Demeurez des nôtres. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec joie que je reçois à nouveau notre collaborateur, je pourrais dire, quand même de longue date, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie. Alors, bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue encore une fois. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter de sujets pas toujours roses, par contre, mais il faut les dire. Il faut qu'on mentionne les informations parce que dans les médias, en général, on entend parler des fois de certaines problématiques, mais on n'a pas le temps vraiment de s'y attarder. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. On parle, en fait, cette fois-ci d'une pétition que vous avez mis de l'avant, je crois, pour être justement qui demande l'abolition des mesures de contrôle en santé mentale. Tu nous avais parlé déjà de ce que c'était. Peux-tu nous rappeler ce que c'est, les mesures de contrôle? Bien, rapidement, les mesures de contrôle, ce sont des mesures de contention physique qu'on applique aux personnes, c'est-à-dire une fois qu'ils sont hospitalisés, très souvent contre leur gré, d'ailleurs, dans une procédure de garde en établissement, quand ils ne collaborent pas bien au goût du personnel hospitalier, on peut les attacher physiquement à des civières avec des sangles. On peut aussi les isoler dans des salles dont ils ne peuvent pas sortir. Et aussi, on peut leur faire des injections chimiques, c'est-à-dire de leur injecter contre leur volonté des produits qui vont des calmants, finalement, qui vont leur faire perdre leurs facultés là, et qui vont très souvent les endormir. Ouais. Donc, ces mesures-là, elles sont encadrées par un article de loi, qui est l'article 118.1 de la loi sur les services de santé et services sociaux, qui prévoit qu'on ne peut utiliser ces mesures-là que dans le cas où la personne présente un danger de s'infliger à elle-même des lésions ou d'en infliger à autrui. Ce qu'on sait, c'est que très souvent, les mesures de contrôle sont appliquées à des fins punitives. Donc, une personne qui collabore pas, qui ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, on la punit en l'attachant, on la punit en lui injectant des substances. Et c'était une procédure qui était généralisée au milieu des années 2000, dans beaucoup d'hôpitaux québécois, puis c'est encore la règle dans beaucoup d'hôpitaux québécois, mais il y a un endroit à l'hôpital du Suroît, à Valleyfield, pour laquelle on a réussi à faire un recours collectif et on a réussi à documenter un peu plus ce qui se passait dans cet hôpital-là. Ce qui se passait, c'est que quand un préposé ou quand un membre du personnel énonçait un certain code qui voulait dire qu'on était devant, selon leur langage, devant un client agressif, eh bien, on prenait la personne et quand ce code-là était lancé, le personnel devait immobiliser la personne, la déshabiller complètement, lui mettre une couche,
lui installer un vêtement de contention, une sorte de camisole de force, fixer la contention à un lit d'hôpital, donner une injection de calmant à la personne et isoler la personne. Donc, on faisait absolument tout et ce, systématiquement. C'était le protocole. Et donc, finalement, il y a eu une entente hors cours qui fait qu'on ne peut pas connaître tous les rouages de ce processus-là, qui en était responsable, etc. Mais l'hôpital du Suroît a quand même versé 600 000 $ à des patients qui ont subi ce traitement-là. Donc, c'est quand même assez significatif. Et vous avez mis justement, vous avez lancé une pétition, en fait, pour s'assurer qu'il y ait des changements, que le ministre finalement, de la Santé apporte des changements. Est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que vous avez réussi à... On a fait signer plus de 1000 pétitionnaires et c'est une pétition qu'on a déposée à l'Assemblée nationale. Et quand on dépose une pétition à l'Assemblée nationale, le règlement veut que le ministre fasse une réaction à la pétition, à chacune des pétitions qui est déposée. Et donc, dans notre cas, le ministre qui était interpellé, c'était le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, qui, au départ, nous dit l'abolition des mesures de contrôle ne peut être une option retenue car ces mesures exceptionnelles et minimales sont parfois nécessaires pour le bien-être de l'usager. On se demande bien quand. Dans certaines situations exceptionnelles où celui-ci se retrouve en situation de danger imminent pour lui-même ou pour autrui. En disant ça, le ministre contredit les orientations ministérielles de son propre ministère. Parce que les orientations ministérielles qui datent de 2002 visaient essentiellement, et je les cite, visaient essentiellement un objectif de réduction, voire d'élimination des mesures de contrôle. On voulait éliminer les mesures de contrôle. À ce moment, aujourd'hui, le ministre nous dit qu'on ne peut pas les éliminer. Donc, il y a une contradiction que nous, on dénonce et qui nous a amené à maintenir un peu la pression sur le ministre par une démarche qu'on a entreprise avec les députés locaux pour inciter des personnes, des citoyens à aller rencontrer avec notre soutien, aller rencontrer leurs députés et le sensibiliser à la question des mesures de contrôle. Très souvent, ce sont des personnes qui ont vécu ces événements-là. Et nous, on a recueilli quelques témoignages là-dessus. Il y a des gens qui nous disent, il y a une personne qui nous a dit, c'est une des pires formes de contrôle qu'on peut exercer sur une personne. C'est l'utilisation de médicaments, souvent sous la menace, la contrainte administrée de force. Et une personne s'est fait dire, elle se plaignait, elle criait qu'elle avait mal quand on lui installait les contentions. Et il y a un membre du personnel qui lui a répondu, si tu n'arrêtes pas de crier, on va te faire encore plus mal. Donc, il y a vraiment un problème là, dans l'attitude des gens par rapport à ces pratiques. Très traumatisant pour quelqu'un qui a déjà beaucoup de problématiques puis qui se sent déjà pas bien, puis de se faire ajouter ça en plus comme stress, c'est énorme. C'est tellement traumatisant qu'il y a des gens qui ont développé des phobies des hôpitaux, des phobies des policiers, des phobies des ambulances. Et donc, ça fait que au moment où ils auront besoin de soins, autant en santé physique qu'en santé mentale, ben ils iront pas dans les hôpitaux pour recevoir les soins auxquels ils ont droit. Donc, c'est vraiment dramatique et ça peut amener des conséquences très dévastatrices là, pour les personnes. Dans les mesures de contention, d'ailleurs, je crois que tu nous en avais parlé, mais il y a des alternatives. Puis encore une fois, on semble oublier les alternatives, on va un peu vers la facilité puis vers les trois façons habituelles peut-être de faire, mais il y a beaucoup d'autres façons, là. En effet, il y a certains endroits où il y a des locaux qu'on appelle d'apaisement, des salles d'apaisement, où les gens peuvent aller, entrer, sortir à leur guise, s'isoler un peu, reprendre un peu le contrôle d'eux-mêmes, etc. Il y a des gens qui pourraient simplement parler avec la personne pour la calmer. Il y a des techniques pour ça qui sont très connues. Il y a des gens qui sont formés pour ça dans le réseau, mais on valorise pas ce genre d'intervention-là. On valorise plus une approche condescendante, une approche paternaliste, une approche de punition où on dit à la personne, ben si tu nous écoutes pas, tu vas en subir les conséquences, exactement comme on dit à un enfant. Alors que dans tous les autres services de santé et de services sociaux, on a moins cette attitude-là. On demande l'opinion des gens, on explique aux gens ce qu'on va leur faire, les traitements qu'ils vont subir, mais en santé mentale, c'est tu t'en vas par là, tu fais ça, et on ne demande jamais de consentement, alors que la loi oblige à les demander, et on applique notamment ces mesures de contrôle-là sans aucun encadrement particulier
particulier, sans devoir faire de reddition de comptes sur l'utilisation de ces mesures-là, et sans surtout que le ministre y porte une grande attention. Donc, nous, on est allé voir, donc, comme je le disais, on est allé voir des députés. Oui. Et ça prend des appuis, là. Voilà. Ouais. Alors, on a sensibilisé des députés qui n'étaient pas du tout au courant de ces pratiques-là. On est, entre autres, allé voir le député de Mercier, Amir Kadir, qui a écrit une lettre au ministre qui reprenait un peu notre argumentation. Et le ministre a répondu à sa lettre et on voit qu'il y a déjà dans sa lettre un léger changement de ton. Vous vous souvenez que tout à l'heure, je disais qu'à notre pétition, il a répondu « Les mesures de contrôle sont là pour rester, c'est nécessaire, on peut pas les abolir ». À M. Kadir, il répond « Les orientations ministérielles rappellent que l'utilisation des mesures de contrôle doit être faite seulement en cas de danger imminent pour l'usager ou pour autrui et dans des situations où des mesures de remplacement se sont montrées inefficaces. » Donc, dans son argument, il dit « Faudrait qu'on ait des mesures alternatives avant d'utiliser les mesures de contrôle. » Ce qui n'est pas le cas dans la réalité, mais au moins là, il le mentionne. Et par la suite, il dit « C'est dans cette optique que des démarches ont déjà été entreprises auprès de différents mécanismes de coordination et de concertation du réseau de la santé et des services sociaux pour les sensibiliser à l'enjeu des mesures de contrôle. » On ne sait pas dans quelle mesure c'est réel parce que nous, on n'a pas remarqué de changement dans l'utilisation des mesures depuis que Gaétan Barrette est là, mais au moins, il le prétend. Et il dit d'autres interventions pourraient être faites si ça s'avère nécessaire. Donc, nous, on se dit, si on poursuit la pression sur le ministre, peut-être que ça va l'inciter à faire les autres interventions dont il parle, d'en parler dans le réseau. On sait qu'il est en mesure de un peu dicter sa volonté au réseau. Il s'est donné ces moyens-là dans sa réforme du projet de loi 10. Donc, s'il y a une volonté politique de la part du ministre de faire en sorte que ça change, ben, il y a de fortes chances que ça finisse par changer. Alors nous, on veut poursuivre cette pression-là, on veut sensibiliser d'autres élus et on veut que d'autres engagements soient pris par le ministre dans le sens qui devrait être celui qu'on suit depuis plus de 10 ans, depuis 2002, c'est-à-dire de tendre vers une réduction et une élimination des mesures de contrôle. Le personnel des services psychiatriques aurait intérêt même à appuyer votre démarche parce que pour eux-mêmes, ça doit être extrêmement stressant de devoir appliquer des mesures de contrôle, alors que si on les aidait et on leur donnait des cadres qui permettraient de trouver des alternatives, ben, eux-mêmes seraient beaucoup plus heureux probablement de faire leur travail. Là. Mais c'est beaucoup une question de culture, parce que le changement ne viendra pas d'en bas. Si un préposé aux bénéficiaires dit « Moi, je suis contre ça, les mesures de contrôle, puis je les appliquerai pas », qu'est-ce qui va se passer? Son supérieur va le convoquer, va lui mettre une mesure disciplinaire, puis il va lui dire « Là, tu fais pas ce que tu veux ici, tu fais la méthode de la maison. » Donc, le changement, il doit venir d'en haut. Il doit venir des citoyens, il doit venir des élus. Et nous, c'est donc le pari qu'on veut relever en faisant pression sur les élus pour que le ministre puisse finir par bouger dans ce dossier-là. Et les gens peuvent, je pense que les gens peuvent participer, des gens qui sont sensibles à la question. Je pense qu'on peut pas être insensible à ça. Là. On ne sait jamais quand est-ce qu'on n'aura pas besoin nous-mêmes d'avoir des services de santé mentale et nos proches également. Donc, je pense que c'est une cause importante. Comment les gens peuvent-ils participer à ça? Comment peuvent-ils appuyer cette démarche-là de... Ben c'est ça. Nous, on est prêts à aller rencontrer avec les gens qui nous écoutent tous les députés de la grande région de Montréal. Nous, notre territoire, c'est celui de l'île de Montréal, mais on a déjà débordé un petit peu et on est en rapport aussi avec les groupes de défense de droit de la Montérégie, de Laval, des Laurentides, etc. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient faire cette démarche-là avec leurs députés, ils peuvent nous contacter et nous, on va entreprendre avec eux toute une démarche d'argumentation précise autour de cette question-là. On va les outiller, on va leur donner toute l'information nécessaire, on va faire les démarches pour rencontrer le député avec eux, on va aller rencontrer le député ou un membre de son personnel avec eux et on va contribuer comme ça réellement et pratiquement à faire avancer cette cause-là. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, ils peuvent nous contacter.
au 514-525-5060. Ils demandent à me parler, Jean-François Plouffe, et ça va me faire plaisir là, de les rencontrer, de leur passer notre contenu là-dessus, et on va pouvoir comme ça ensemble contribuer à changer les choses. Oui, c'est effectivement une très bonne idée puis très bon engagement de votre part, donc d'Action Autonomie. Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, d'avoir été des nôtres. Merci. Merci, à la prochaine. Bonne continuité. Au revoir. Merci. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Nous poursuivons maintenant à l'Espresso allongé, le sujet entamé plus tôt et entamé aussi, en fait, c'est une suite de la semaine dernière. Donc, c'est le langage corporel. On apprend beaucoup de choses. C'est intéressant ce que tu nous amènes comme sujet, Pierre. Ben, moi, je trouve ça intéressant. C'est un article écrit par Mme Charlotte Melchior, qui est conseillère en communication à Paris. D'ailleurs, elle travaille avec des politiciens. Donc, on pourrait dire que en bon québécois, elle connaît la game. Oui. Les politiciens doivent faire attention à leur langage corporel. Oui, mais des fois, ils sont trop entraînés, puis on voit les défauts, on voit que quelqu'un c'est pas naturel, des communications, il a appris à bouger aussi. Oui. Ça, c'est pas... Ouais. Oui, alors elle nous dit, souvenez-vous de prendre en compte les différences individuelles. Il n'existe pas de langage corporel unique. Si vous vous intéressez à la lecture exacte du langage corporel d'une certaine personne, vous devez étudier cette personne pendant un moment. Ce qui est vrai pour cette personne ne l'est pas forcément pour les autres. Par exemple, lorsqu'ils mentent, certaines personnes ne regardent pas plus leur interlocuteur dans les yeux, alors que d'autres essaient de le regarder encore plus fixement dans les yeux pour qu'il ne le soupçonne pas de mentir. C'est vrai qu'il y a d'excellents menteurs. Il y en a, là, tu peux vraiment pas dire s'ils sont en train de te mentir ou pas, puis d'autres, c'est plus facile. À part devant un juge. Souvent, les juges réussissent à déceler les menteurs, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mme Melchior nous dit « Sachez que le langage corporel peut aussi être différent selon la culture. » On en a parlé tantôt avec Ghislain. Pour certaines émotions et expressions du langage corporel, la signification de ce message peut être liée à la culture de l'individu. Par exemple, dans la culture finlandaise, lorsqu'une personne vous regarde dans les yeux, cela signifie que vous pouvez l'approcher. Au contraire, lorsque les Japonais se regardent dans les yeux, cela exprime de la colère. Donc, c'est les paramètres culturels. C'est ça. Donc, quand tu vas dans un restaurant japonais, faut pas que tu regardes la serveuse trop dans les yeux. Pas trop, c'est ça. Pas de clin d'œil. Hein. Non. Puis les Finlandais, tu le regardes dans les yeux, mais pas dans un sauna une journée d'hiver. Pour vous donner un autre exemple, dans la culture occidentale, une personne qui se sent à l'aise avec vous va se pencher vers vous et diriger son visage et son corps en votre direction. Sachez que si certaines expressions physiques de l'émotion varient d'une culture à l'autre, certaines études suggèrent que certaines expressions du langage corporel pourraient être universelles. C'est d'autant plus vrai pour l'expression de la dominance et de la soumission. C'est pas pour rien non plus que les Américains sont parmi les gens qui prennent beaucoup d'espace quand tu es avec les personnes. Ben souvent, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont plus gros en moyenne. Oui, ça c'est la nourriture, mais c'est génétique. Ils aiment ça prendre de l'espace. Tu les entends de loin, puis ça prend de l'espace. Ouais. Oui. On nous dit dans l'article que parmi différentes cultures, une position basse exprime la soumission. Ben, c'est un peu comme ici, en fait. Sachez que la compréhension diffère selon le canal qu'on appelle non-verbal. Le canal non-verbal est le moyen par lequel un message ou un signe est véhiculé sans mots. Les canaux non-verbaux importants incluent le regard dans les yeux, les expressions faciales et le langage corporel, le toucher, l'espace personnel. En d'autres termes, le milieu détermine le message. Oui. Il y a aussi la nature humaine. Il y a des gens qui sont plus avenants et d'autres plus discrets aussi. Il y a des différences de caractère. Oui, c'est ça. On a tous notre personnalité. Même aussi, je me rappelle que j'ai toujours entendu dire que les Italiens gesticulent beaucoup plus que nous. Je pense que c'est vrai. On n'est pas très loin des Italiens. Il y a des peuples qui sont moins gesticulaires. Gesticulent plus. Ouais. En règle générale, les gens arrivent à mieux lire les expressions du visage, puis le langage corporel, et pour finir, en dernier, l'espace personnel et le toucher. Même à l'intérieur de chaque canal, il peut exister une grande variation. Par exemple, toutes les expressions du visage ne sont pas aussi faciles à comprendre. Les gens ont généralement plus de mal à lire les expressions désagréables du visage que celles qui sont agréables. Une étude a montré que les individus ont plus de facilité à interpréter le bonheur, la satisfaction et l'excitation
que la colère, la tristesse, la peur et le dégoût. Et la neutralité, quand les gens sont un peu neutres aussi. Oui, mais là, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'expressions, j'imagine. Oui, mais ça peut cacher des fois des émotions différentes, là. Oui, peut-être. En terminant, Madame Melchior nous dit « Avertissement, ne jugez pas une personne seulement par son langage corporel. Souvenez-vous que le langage corporel n'est pas le seul indicateur d'un statut d'un individu dans son état émotionnel ou de la relation qu'il entretient avec vous. » C'est sûr, ça fait partie d'un tout, mais c'est intéressant ce que tu nous as amené. Je trouve qu'on a vraiment comme une meilleure idée de ce que ça peut représenter. On ne porte pas toujours autant attention. On le voit, mais sans trop l'analyser, des fois. Oui, mais on est tous des êtres qui jugent. Je veux dire, finalement, par la bande, en jugeant, malheureusement, on des fois détaille les expressions corporelles des gens par des jugements. Il y a quelque part, moi, je me rends compte, tu sais, c'est vraiment la personnalité de la personne, à moins de jouer un jeu, habituellement, elle va être elle-même. Donc, si elle est extravertie puis elle se trouve à prendre la place, ben c'est sa personnalité qui est comme ça. Et on pourrait aussi parler des vêtements qui marquent beaucoup la personnalité des gens. Oui, aussi. Plus que ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que dans cet article, on me disait au début que si tu regardes, par exemple, le discours d'un politicien, 93% de la communication se fait par autre chose que la parole elle-même. Donc, la parole elle-même, c'est seulement 7%. Le reste, c'est du langage corporel, c'est le ton de la voix. La position, la façon de se tenir, les gestes. Oui, effectivement, quand on regarde les bons orateurs, souvent, ils maîtrisent bien autant la voix, le discours que ce qu'ils font comme geste. Ça prend un bel habit aussi, avec une belle cravate. Ça nuit pas, surtout dans ces fonctions-là. Merci beaucoup, Ghislain. Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet. Donc, le langage corporel. Merci. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. En terminant cette émission de Folie douce, on va y aller avec la nomenclature des chansons. Ghislain, en début d'émission, on a pu entendre « Si tu savais ». De Caroline Savoie. On a entendu « Demons ». De Candle. Oui, on a entendu dans la deuxième demi « À la mémoire ». De Rubicon. Et à l'instant, « Retour sur Terre ». Oui, de Raphaël Freinet. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que ton sujet, le langage corporel. On a appris encore beaucoup de choses. C'est un sujet presque sans fin. On a beaucoup de... C'est très intéressant comme propos par rapport à ça. Je remercie notre premier invité, René Ouimet, qui nous a parlé du mouvement Santé mentale Québec. On a eu également notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui nous a parlé pour sa part d'une pétition sur l'abolition des mesures de contrôle en santé mentale. Alors tout ça dans l'émission de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop